La nouvelle saison de Top Chef qui a débuté au début du mois de mars montre l'excellence gastronomique attendue par des chefs consacrés par des institutions d'évaluation de la production gastronomique. Cette mise en lumière de la gastronomie à la française, celle-là même qui a intégré le patrimoine immatériel de l'UNESCO, occulte les tensions internes au monde de l'hôtellerie-restauration. Car pour la majorité des titulaires d'un baccalauréat professionnel en hôtellerie-restauration, la réalité est tout autre. Les métiers qui en découlent sont marqués par des tâches physiques, des salaires plus bas que la médiane nationale, des contrats précaires et des horaires fractionnés. Si certains ont eu tendance à voir dans la crise de la Covid-19 un facteur déclenchant de la décadence de cet espace professionnel, Adrien Pégourdi l'aperçoit comme un catalyseur d'un espace déjà en tension. Il montre alors que la difficulté d'insertion et surtout de maintien dans les métiers de l'hôtellerie-restauration sont la résultante d'une formation désajustée face aux dispositions de ses étudiantes et étudiants et qu'elle perpétue un illusio. Adrien Pégourdi nous fait le plaisir de présenter son article À l'école des chefs, formation professionnelle en lycée hôtelier et pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, qui a paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales en 2022. Il est aujourd'hui l'invité de Pensée décortiquée. Bonjour Adrien Pégourdi. Bonjour Evan. Ce podcast, il se compose de trois parties. Une première partie sur la trajectoire intellectuelle de notre invité, une deuxième sur la méthodologie de l'enquête et une troisième sur les résultats de votre enquête. Je vais d'abord vous présenter. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Limoges et rattaché au laboratoire de recherche Le Gresco. Vos sujets d'études portent sur la sociologie du travail, de la culture et de l'éducation. Si vous vous êtes intéressé aux musiciens de musique classique, vos derniers travaux portent sur la gastronomie et les formations professionnelles liées au monde de l'hôtellerie-restauration. Vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage Idées reçues sur les petits diplômes, les coulisses de la formation professionnelle, qui a paru aux éditions du Cavalier Bleu en 2023. Donc, comme je viens de le dire, on aime revenir sur la trajectoire intellectuelle de nos invités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez rencontré la sociologie? Ah, vaste sujet. J'ai rencontré la sociologie à l'université. J'avais fait un petit peu de sociologie en seconde dans une option sciences économiques et sociales, mais que j'avais à l'époque abandonné pour aller en filière scientifique. Euh, et donc j'avais pas une très grande connaissance sociologique. Et il se trouve lorsque j'étais en terminale, j'allais obtenir mon bac, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et je suis venu aux journées portes ouvertes de l'université de Limoges. Et voilà, j'ai vu celui qui après va devenir mon directeur de thèse plus tard, je ne le savais pas à l'époque, mais il va devenir mon directeur de thèse, Yvon Lamy, présenter la licence de sociologie, qui était à l'époque un DUG pluridisciplinaire, où on faisait beaucoup de sociaux, mais aussi un peu d'histoire et de géographie. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Euh, et je suis rentré comme ça en L1 sociologie à Limoges, enfin un L1 DUG pluridisciplinaire à Limoges. Et voilà, et j'ai été le pur produit de l'université de Limoges et du département de sociologie, puisque j'ai fait ma thèse ici et j'ai obtenu un poste de maître de conférence dans cette université. D'accord, et vos recherches au début portaient sur le conservatoire, c'est ça? Oui, oui. Lorsque j'étais donc en M2, je travaillais sur le sport à cette époque-là, sur les institutions sportives, qui est voilà, ma passion. Mais en fait, alors, ça vaut pas pour tous les sociologues, mais moi, en tout cas moi, pour moi, j'étais pas un vrai bon sociologue sur le sport parce que j'avais trop d'affect et j'avais trop de choses à démontrer, trop de choses à prouver, et donc je voulais pas continuer en thèse sur le sport parce que je sentais que j'allais pas m'épanouir sociologiquement sur ce sujet-là. Et l'opportunité a fait que Yvon Lamy, qui allait devenir mon directeur de thèse, lui, travaillait en sociologie de la culture. Il m'a laissé entendre que pour avoir une bourse de thèse, à l'époque c'était des bourses régionales, c'était bien que je m'intègre dans ces axes de recherche. Et donc, l'un dans l'autre, voilà, j'ai décidé de travailler sur les instrumentistes classiques. Alors, pas uniquement les profs de conservatoire, aussi, à l'époque, il y avait un orchestre baroque à Limoges qui était reconnu internationalement. Il y a toujours un orchestre symphonique régional. Donc voilà, j'ai travaillé sur ces musiciens-là avec comme angle d'attaque d'essayer de s'intéresser à ces petits artistes, à ces artistes de province qui n'ont pas des carrières brillantes parisiennes, mais qui vivent quand même de leur art, à la fois en étant entre la pédagogie et l'activité artistique. Et donc voilà, j'ai mené ma thèse là-dessus et j'ai fait quelques travaux supplémentaires là-dessus. Mais j'en avais un peu marre de
du milieu artistique, voilà, un peu, je suis pas enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, et les discours artistiques, des fois, sont un peu pompeux, finalement, je me retrouvais dans une situation où j'avais peur de vouloir me les faire, en quelque sorte, de vouloir me les payer sociologiquement, et là aussi, c'est pas une bonne manière de faire de la sociologie, je pense, que d'avoir quelque chose à reprocher à ces enquêtés, ou en tout cas d'être cynique ou d'être ironique, moqueur, lorsqu'on fait de la sociologie auprès d'eux. Ils ont quand même donné du temps, et puis c'est pas de la bonne sociologie, hein, la moquerie, c'est pas de la bonne sociologie. Donc voilà, je voulais changer, je voulais travailler sur un autre thème. Mais ce qui m'intéressait bien, c'était le côté, ce que j'avais observé avec les musiciens et analysé avec les musiciens, c'était un métier qui était entre l'art et la pédagogie. Voilà, ils passaient du temps à enseigner et du temps à leur activité artistique, et je m'étais dit, bah, tiens, je vais essayer d'aller voir un autre métier comme ça, qui est entre l'art et quelque chose. Et donc, à l'époque, je regardais beaucoup Top Chef, les émissions culinaires, j'ai toujours bien aimé la cuisine, en faire et en manger. Et manger, pas en manger, manger. Euh, et donc voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'on est sur, on est sur une activité qui est en train de se revaloriser symboliquement. On parle beaucoup de la dévalorisation des métiers ou de certaines pratiques. Et bah pour le coup, là, on était sur une pratique qui était en train de se revaloriser symboliquement. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa d'aller voir et d'aller étudier justement ces métiers de la cuisine. Euh, et je développe, hein, Oui, oui, oui. et à ce moment-là aussi, comme j'avais travaillé sur l'enseignement, ça m'intéressait de me dire, bah, tiens, je vais aller voir comment on enseigne à des jeunes ces métiers de la cuisine, ces métiers du service qui sont en train de se revaloriser. Et à cette époque-là, il y avait quand même pas mal de gens qui travaillaient sur les formations pour les métiers de la restauration ou les métiers de l'hôtellerie, mais plutôt sur des formations d'excellence, des formations de groom, des formations de conciergerie de palace, les pensionnats suisses, où il y a des écoles hôtelières très réputées, l'école Ferrandi, etc. Et pareil, j'ai pris un peu le contre-prix, je me suis dit, bah, tiens, on va aller voir comment est-ce qu'on forme dans des petits lycées hôteliers de province, comme il y en a un par département, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a amené à me dire, bah, tiens, voilà, je vais travailler là-dessus, et puis je vais travailler sur des formations de bac pro et de BTS au départ. J'ai pas pris le CAP parce que dans le CAP cuisine, il y a beaucoup de reconversions professionnelles, et je voulais avoir une population un peu uniforme en termes d'âge. Je voulais une forme de voilà, je voulais des jeunes et voir comment on enseigne aux jeunes. Et donc travailler sur les bacs pro et les CAP, pardon, les bacs pro et les BTS, c'était plus uniforme en termes de catégorie d'âge. Et comment vous avez fait pour rentrer sur le terrain, pour avoir ce terrain, aller dans ce lycée? Euh, Assez facilement. Alors déjà parce que mon beau-frère donc le mari de ma sœur est cuisinier. Donc il était cuisinier à Brive. C'était à l'époque où il était en train de passer ses concours pour devenir enseignant. Alors maintenant il enseigne dans le lycée hôtelier sur lequel je vais travailler, mais à l'époque non. À l'époque il enseigne dans un autre lycée, mais il avait des contacts, et j'ai pu grâce à lui être en contact assez rapidement avec le proviseur du lycée de l'époque, donc sur lequel j'ai enquêté, et à qui j'ai présenté mon projet, et qui a été assez ouvert à l'idée, surtout que bon, je lui demandais pas d'argent, je lui demandais rien, juste l'accès à son lycée, donc ça a pu se faire assez simplement. Il y a eu une convention qui a été établie entre le GRESCO, donc l'organisme de recherche, mon laboratoire de recherche que vous avez cité tout à l'heure, et le lycée hôtelier. Voilà, j'ai cette convention-là qui m'autorisait à assister à tous les cours que je souhaitais, à pouvoir faire des entretiens avec le personnel administratif et enseignant, et avec les élèves. Et donc voilà, j'ai pu comme ça débuter la recherche. Donc pas d'obstacle. Pas vraiment, non. J'aimerais bien vous faire un discours héroïque en vous disant à quel point j'ai bravé les obstacles, etc. Non, ça s'est avéré assez simple. Euh, je pourrais, si vous voulez, vous parler de ce que je fais maintenant. Et là aussi, finalement, je me rends compte que c'est pas hyper compliqué. Je vous dirais sur mon enquête actuelle sur les grands chefs, mais avec un peu plus d'obstacles quand même. Mais là, non, pas vraiment d'obstacles. Mais j'espère qu'on pourra vous inviter pour la présentation d'un ouvrage sur les grands chefs. Et bon, bah, on va commencer peut-être à parler de l'enquête en elle-même et des résultats. Donc vous vous inscrivez dans la suite des travaux d'Hugo Paletta sur les petits diplômes.
surtout non, les lycées professionnels. Vous dressez un portrait social des élèves enquêtés et remarquez ainsi une certaine homogénéité sociale avec des élèves issus des classes populaires et qui ont des trajectoires scolaires assez difficiles. Mm. Peut-être on peut commencer par là. Ouais. Alors peut-être juste avant ça, si ça vous gêne pas, Ah oui, non. pour parler de l'enquête, en fait, comment j'ai fait, c'est que j'ai la méthode d'enquête. En fait, Mm. j'ai suivi deux classes, une classe de bac pro, donc service et restauration, euh, et une classe de BTS, là aussi BTS hôtellerie-restauration. Je les ai suivis pendant 2 années scolaires jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc le bac Mm. pro c'était première terminale et la BTS, les 2 années de BTS. Et en première, les élèves ont déjà fait leur choix. Alors ça a changé depuis, mais à l'époque, ils devaient choisir en première est-ce qu'ils voulaient plutôt aller en cuisine ou est-ce qu'ils voulaient plutôt aller en service. Et donc les classes étaient réparties. Donc la classe de bac pro, il y avait 12 serveurs et serveuses et 12 cuisiniers. Et puis en BTS, ils avaient le choix, un choix d'option aussi, mais pareil, c'était à peu près 12 et 12. Et donc je les ai suivis pendant 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai suivi les cours avec eux, alors pas tous les cours bien évidemment, mais sur des moments où j'étais là, et eux aussi n'étaient pas en stage. Je suis allé manger au restaurant d'application, j'ai observé le restaurant d'application de l'intérieur au moment où ils cuisinent, j'ai suivi des cours généraux, des cours de cuisine, des cours euh, des travaux appliqués, etc. Et voilà, jusqu'à l'obtention du diplôme. Et après, je les ai recontactés 4 ans après pour savoir ce qu'ils devenaient. Donc c'est ça un peu le- la méthode d'enquête, voilà, une démarche ethnographique sur le long terme. Et donc oui, sur les résultats, euh, là aussi au début, là par contre, vous voyez, j'étais un peu naïf. Enfin pas naïf, mais en tout cas, j'avais plein de prénotions. Et je m'étais dit que j'allais trouver parmi ces élèves de Bac Pro et de BTS, j'allais trouver quelques élèves qui étaient passionnés par la cuisine, qui regardaient aussi Top Chef, avaient envie de faire ce métier et avaient une appétence pour ce métier-là. Alors je les ai trouvés un peu en BTS, je pourrais expliquer tout à l'heure la différence, parce que dans l'article j'en parle pas trop, mais en tout cas en bac pro, c'est pas du tout ce cas-là, et vous avez raison de dire et de reprendre Hugo Paletta, c'est des élèves qui ressemblent trait pour trait aux élèves de l'enseignement professionnel. Comme les autres élèves de l'enseignement professionnel, ils se caractérisent plutôt par des origines populaires, petite classe moyenne ou classe populaire stabilisée. Et ils se caractérisent aussi par des résultats scolaires relativement faibles en troisième et une orientation subie. C'est-à-dire que la plupart, voilà, dans l'article, je mets quelques extraits d'entretien, me disent, ben voilà, je voulais travailler faire une formation pour être assistant vétérinaire, ben j'ai pas été pris, donc je me retrouve ici. Moi, je veux faire l'armée, mais j'ai pas 18 ans, donc d'abord je vais faire de la cuisine. J'aurais voulu être mécanicien, mais finalement mes parents m'ont dit c'est mieux la cuisine, etc. Et donc on se retrouve avec plein de cas comme ça, de jeunes qui sont là alors pas totalement par hasard, mais pas avec une vraie ambition culinaire. Et je m'étais dit, moi, que j'allais assister comme ça, encore une prénotion. Je m'étais dit que les enseignants allaient passer leur temps à leur dire attention, c'est pas comme dans Top Chef, la cuisine, c'est pas en mettre plein les yeux, etc. D'abord, il faut savoir tailler, éplucher des légumes, être propre sur son plan de travail, etc. avant de vouloir faire des choses extraordinaires. Et il se trouve que finalement, alors c'est pas complètement l'inverse, mais l'enjeu des profs, c'est plus souvent au contraire d'enchanter, d'essayer de créer des vocations, d'essayer de leur mettre un peu plein les yeux avec le côté médiatique, avec le côté luxe de la grande cuisine, pour susciter un peu de l'adhésion du côté des élèves. Et oui, justement, en parlant de vocation, vous montrez que c'est aussi tout à leur bénéfice de créer cette vocation parce que ça leur permet d'incorporer cette idée que c'est leur place d'avoir terminé dans ce lycée, d'avoir continué leur parcours scolaire dans ce lycée-là. Mm. Et puis c'est aussi l'univers professionnel de la restauration qui fonctionne sur la logique vocationnelle.
Vraiment, on retrouve les principes des métiers à vocation, notamment l'idée d'avoir été un peu fait pour ça, et donc d'avoir un destin dans la cuisine ou dans le service. Et puis aussi et surtout l'engagement total dans la pratique. C'est-à-dire que c'est des métiers qui valorisent beaucoup le don de soi, l'investissement total, alors à travers le fait de s'engager très fortement au moment du coup de feu du service, mais aussi de privilégier la vie professionnelle sur la vie personnelle, de ne pas compter ses heures. Voilà, c'est énormément mis en avant dans le secteur professionnel, ce modèle-là. Et donc c'est repris aussi au lycée hôtelier. Et ce modèle finalement aussi, ça sert un secteur professionnel qui a besoin de ce discours vocationnel parce que il ne travaille pas beaucoup sur l'amélioration des conditions de travail, sur l'amélioration des conditions d'emploi. Et donc il vaut mieux, enfin du point de vue patronal, il vaut mieux créer des vocations puisqu'on aura en face de nous des gens qui vont accepter des conditions d'emploi très dégradées. Oui, parce que vous montrez aussi que ce qui est valorisé, c'est le dépassement de soi, le fait de vous montrer que c'est quelqu'un qui termine en sueur et fatigué à la fin de son service qui sera valorisé par les professeurs. Exactement, c'est le culte de... il faut toujours être occupé. Il y a beaucoup de... C'est ça, et de se donner complètement de l'investissement total dans le travail. Moi, ce qui m'avait marqué dans beaucoup d'observations de cours ou de restaurants d'application, c'est justement ça. Voilà, il supportait pas qu'il y ait un élève qui ait fini sa tâche et qui se retrouve un peu les bras ballants à rien faire. Ça, c'était tout de suite corrigé par les enseignants qui leur disaient, voilà, si tu as fini, tu vas aider l'autre. Si tu as fini, tu commences le nettoyage, tu t'avances, tu fais autre chose, etc. On voit que c'est vraiment le culte de l'activité qui est mis en avant et on sait que, enfin voilà ce que je vous dis tout à l'heure, ça peut être reproduit ensuite dans la sphère professionnelle. Oui, parce qu'il leur montre aussi, je ne crois pas que ce soit dans cet article-là que vous en parlez, mais que certains, dans votre lycée que vous avez étudié, il y a des portraits des personnes qui ont, qui sont devenus des grands chefs ou qui ont fait un parcours, on va dire, d'exception. Exactement, il y a un Hall of Fame quand on arrive dans le lycée. Euh, il n'y en a pas tant que ça en fait finalement. Il y a vraiment deux, trois parcours de meilleur ouvrier de France, cuisinier, boucher, traiteur et un autre qui est dans les arts de la table, maître d'hôtel et tout. Et puis après, des fois, bon, alors je suis un peu méchant, mais on se demande ce qu'ils font de le Hall of Fame parce que c'est des gens voilà, qui travaillent, mais bon, qui sont à leur tête de leur restaurant, mais qui n'ont pas non plus une excellence, enfin qui ne sont pas reconnus comme représentants de l'excellence gastronomique. Mais oui, oui, il y a cette mise en avant des parcours réussis, mais qui est d'autant plus un peu contradictoire, je ne sais pas comment le dire, c'est peut-être pas le bon adjectif, mais en tout cas paradoxal, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne n'iront pas dans le secteur de la restauration et qu'on met un peu en avant des trajectoires qui sont vraiment des trajectoires exceptionnelles euh, pour essayer de un peu entretenir l'illusion que c'est possible. Et pour mettre en place cette, ce façonnage des étudiants, des élèves, vous vous appuyez sur les travaux d'Erving Goffman et de Louis Pinto pour montrer qu'il y a une logique d'institution totale, en tout cas qu'ils aimeraient tendre vers ce modèle-là pour pouvoir façonner les, les étudiants en fait. Ouais, ouais. Alors, on me l'a un peu reproché dans les premières versions de l'article. J'étais beaucoup plus voilà, à faire fonctionner le modèle d'institution totale. Euh, je donne un cours en troisième année sur Asile de Goffman, dans lequel je fais travailler aussi sur l'article que j'aime beaucoup de Pinto sur les services militaires. C'est un cours que j'aime beaucoup, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et Pinto aussi, c'est un sociologue que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que j'étais très marqué par ces lectures-là, et puis par le fait de l'enseigner aussi. Là, ça doit faire peut-être plus de 10 ans que que je donne ce cours, et c'est vrai que j'ai toujours autant de plaisir à le donner. Et donc j'avais ce modèle en tête, peut-être un peu trop en tête au départ, enfin en tout cas dans vous savez, un article de sociologie, surtout pour une revue comme Actes qui a une exigence et qui est tout à fait logique et souhaitable, mais il est souvent écrit, réécrit, etc. Et donc il a été, voilà, la référence à l'institution totale a été un peu édulcorée, ou en tout cas on la voit dans le début de l'article, puis après elle est moins présente. Mais quand même, oui, on retrouve des principes de l'éducation, de l'institution totale. Alors, vous pouvez me dire que toute institution scolaire est une sous-institution totale en quelque sorte. Euh,
pas autant complète que l'institution Total chez Goffman, mais on retrouve des éléments. Et là, le lycée hôtelier encore plus, notamment avec les uniformes, avec l'encadrement assez poussé quand même de la jeunesse, avec ce dressage corporel dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans les lycées hôteliers et qui m'a amené justement à faire cette analogie-là. Oui, parce que vous montrez qu'ils veulent ils veulent transformer les habitus en fait des élèves pour les calquer sur ceux des classes dominantes. Mm. En fait, ouais, un des grands éléments que j'essaye de mettre en avant, c'est de montrer que vraiment c'est un monde très hiérarchique. L'univers de la restauration et de l'hôtellerie-restauration au sens large, c'est déjà un monde très hiérarchique, où il y a, voilà, c'est un monde d'ordre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de brigade, qu'on emprunte au vocabulaire militaire pour parler de l'organisation du travail dans ce secteur. Et le lycée hôtelier reprend ce monde d'ordre. Et puis, dans ce monde d'ordre, il y a aussi une hiérarchisation euh, du monde social, de l'ordre social, avec tout au sommet des productions culinaires, c'est-à-dire le service du luxe et le service des classes dominantes. Et donc le modèle ultime, le modèle de toute la formation, c'est le restaurant gastronomique, et c'est de façonner les élèves pour qu'ils puissent servir et faire la cuisine dans un restaurant gastronomique, et pour les classes dominantes, et même pour le pôle économique des classes dominantes. Et il y a une formule que je reprends et que je cite souvent du proviseur qui dit, qui explique ça, il dit voilà, on les prépare à ça parce que qui peut le plus peut le moins. Et donc on voit bien cette idée d'ordre, cette idée que voilà, finalement si on sait servir les classes dominantes, si on sait travailler dans un restaurant gastronomique, on pourrait travailler dans n'importe quel type de restaurant. Et ça, pour le coup, ça a des effets sur l'enseignement, mais on peut se poser aussi des questions, peut-être on y reviendra plus tard, sur déjà c'est une vision de l'ordre social voilà, très figée et très stabilisée. Et puis c'est une vision très hiérarchique des productions culinaires où on voit peut-être pas la diversité horizontale qu'on pourrait observer dans les productions culinaires. Et justement, cette, ce façonnage, on va dire, des habitus, il, euh, il se fait aussi, comme vous venez de le dire, avec une hiérarchie sociale derrière, Mm. et elle est aussi faite par la mise à l'écart de ces lycées-là, qui sont en périphérie, souvent. Oui, alors oui. Là encore, ça ressemble à l'enseignement professionnel. Si on regarde les travaux sur la ségrégation scolaire, mais on observe que alors c'est aussi lié à des éléments historiques. Les lycées napoléoniens historiques de chaque département étaient en centre-ville, mais on voit qu'il y a eu des lycées modernes, quand c'est des lycées généraux, bah, ils sont plutôt dans la ville, et que les lycées professionnels se retrouvent largement à l'extérieur. Voilà. Alors c'est justifié pour certains par des raisons d'approvisionnement, d'ateliers, etc., qui doivent être de plein pied, et donc il faut des espaces larges, etc. Mais en tout cas, bon, on se retrouve avec une forme de ségrégation comme ça, qui renvoie en dehors des espaces de centre-ville les lycéens de lycées techniques et professionnels, et donc des lycéens majoritairement issus des classes populaires. Et donc oui, ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure sur le façonnage, c'est que donc le modèle c'est le restaurant gastronomique. Sauf que les élèves, on l'a dit tout à l'heure, les élèves de bac pro, la plupart, ils viennent des catégories populaires, et ils sont très éloignés euh, justement des goûts, des pratiques qui ont cours dans ces restaurants gastronomiques. Et il faut opérer une vraie transformation, une profonde transformation euh, de leur habitus, de leur être social, pour qu'ils puissent être ajustés à ce service-là. Et vraiment cette opération, elle est j'essaye de montrer dans l'article à quel point elle est profonde, et à quel point elle est tellement profonde elle aboutit souvent à un échec. Mm. Et justement aussi, ça montre que, enfin, ça montre à ces lycées-là qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes moyens que les établissements que vous appelez les établissements pas luxueux, je sais plus le terme que vous dites, les Prestigieux. établissements prestigieux, voilà. Merci. Ils sont pas sélectifs parce qu'en fait, tout le monde peut venir et tout le monde peut partir même de cet établissement-là. Et donc, ça les force à mettre en place une sorte de violence retenue. Vous reprenez l'expression à Muriel Darmon. Mhm. Oui, exactement. Oui. C'est vrai que vous avez raison de me poser la question. On parle beaucoup, et à juste titre, de la violence dans la restauration. Voilà.
il y a beaucoup, il y a beaucoup de reportages et c'est bien que ça sorte. C'est vrai que c'est un univers qui est marqué par des formes de violence. Et le lycée hôtelier a pendant longtemps pâti justement de cette réputation-là, de violence physique, psychologique, verbale, sexiste et sexuelle dans les cuisines et dans les lycées hôteliers. Et donc quand même le lycée là sur lequel moi j'ai enquêté, c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte et je ne peux pas dire que j'ai assisté à des formes de violence comme ça. Ils font attention à cette violence-là. Et vous avez raison, ils ont d'autant plus intérêt à faire attention à cette violence-là que en face d'eux, ils ont beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des gens qui sont là, pas vraiment par conviction, donc qui peuvent avoir envie d'arrêter à tout moment, et eux, ils doivent, voilà, c'est ça, les logiques du rectorat, les logiques institutionnelles de l'éducation nationale, bah, ils doivent avoir des classes remplies, sinon ils risquent de perdre des postes, etc., etc. Et donc, effectivement, ce travail de transformation dont je vous parlais tout à l'heure, ça passe par voilà, une forme de violence sur le corps, parce que c'est un travail de transformation très profond, mais il doit être contenu et il doit être fait avec tact et avec doigté. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation difficile où, si je reprends le cas de Goffman, voilà, l'armée ou le cas de Pinto. Pinto dit, voilà, l'armée, elle doit aussi transformer des individus qui n'ont pas forcément les dispositions pour être transformés, ou l'asile chez Goffman, mais ils peuvent utiliser une forme de violence institutionnelle voilà, qui est tolérée par les institutions, et donc ils vont pouvoir utiliser cette violence. Et donc c'est un moyen de transformer des individus qui n'ont pas les dispositions et qui n'ont pas l'envie. Là, on se retrouve dans un lycée hôtelier où ben, en face, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre ce processus de transformation, qui n'ont pas forcément les dispositions pour être transformés, et une institution qui ne peut pas utiliser de toute la violence institutionnelle pour opérer cette transformation euh, sans que le veuillent les agents, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on aboutit à, je vous dis, des situations très souvent d'impasse ou d'échec. Hmm. Mais il y a aussi des logiques qui sont genrées. Mmh. Euh, Il y a une séparation genrée des tâches qui s'opèrent. Notamment, vous montrez qu'il y a plus de femmes, enfin de filles dans le métier de service, dans les métiers de service, et plus de garçons du côté de la cuisine. Mmh. Pourquoi en fait cette différence-là? Alors ça, c'est une différence historique du secteur. Et puis qui renvoie aussi finalement à vraiment un monde très genré qui est le monde de l'artisanat où vous avez lu, je sais, les articles notamment ah, de Bessières et Golac, et notamment de Sybille Golac, qui travaillait beaucoup sur les familles d'artisans ou les familles de commerçants, où on voit qu'il y a souvent cette division du travail entre la tâche productive qui est confiée à l'homme et la tâche de commercialisation qui est confiée à la femme. Et donc là, on retrouve finalement ce modèle-là dans la restauration avec une tâche productive dont la cuisine plutôt masculine et très très masculine. Enfin, plutôt masculine. J'ai été surpris de voir qu'en fait, quand on regarde les chiffres de la DARES, il y a un tiers des cuisiniers qui sont des cuisinières. Voilà. Et je pensais que c'était beaucoup moins, mais en fait on a ces chiffres-là. Et le service qui est plutôt féminin, et là aussi, je dis plutôt parce qu'en fait c'est plutôt mixte que essentiellement féminin, le service. Mais il y a quand même cette recherche-là d'avoir un ethos et une existe particulière avec cette notion de care, de toujours faire d'euphémiser la relation marchande qui est mise en avant par les professeurs. Oui, 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 il y a cette... alors, surtout, encore plus pour les professions des sociologues américains disent front office, donc des serveurs qui sont face à la clientèle, tandis que les cuisiniers, eux, sont un peu en retrait, en back-office. Donc oui, pour ceux qui sont dans la relation directe avec la clientèle, effectivement, il faut trouver une forme policée, vous l'avez très bien dit, d'euphémisation de l'acte marchand, et puis une manière d'être présent sans être envahissant, d'être poli sans être obséquieux, etc. Et ça, c'est toute une finesse et toute une ligne de crête, en fait, qui s'apprend, mais qui,
pour beaucoup en fait est largement hérité, renvoie à des dispositions sociales, des dispositions culturelles, et ces jeunes issus des classes populaires, ben, ils doivent apprendre tout ça, et c'est pas si facile que ça de l'apprendre. Et ce qu'ils doivent apprendre aussi, notamment beaucoup dans le service, ce sont des rôles là aussi qui sont très genrés. C'est-à-dire que le type de féminité par exemple qui est recherché pour ces métiers de service-là, c'est une féminité déjà qui a gommé tous les aspects populaires de la féminité. Donc là, on peut retrouver garçon comme fille, l'éthique de langage, les accents, l'argot, les postures un peu avachis, etc. Donc ça c'est valable pour tout le monde, mais ce qui est plus spécifique aux jeunes femmes, c'est qu'on va leur demander d'avoir une féminité bourgeoise, une féminité polissée et une féminité désexualisée. C'est-à-dire qu'il faut ni être trop masculine, ni être trop aguicheuse. Voilà, il faut être une figure d'une féminité qui finalement est dans le care et dans le soin sans être dans la séduction. Et c'est ce que montre par exemple Gabriel Schütz aussi pour les hôtesses d'accueil, voilà, qu'on est dans ce type de féminité-là, et c'est ça qui est recherché. Et là aussi, ça demande tout un travail important, et il y a vraiment une injonction à ces jeunes filles de classe populaire à se conformer à ce type de féminité-là qui passe par, ben, on les fait enlever leurs bijoux, on critique la manière dont elles se maquillent, la manière dont elles se parfument, la longueur de leurs jupes, etc., etc. Vous voyez, on est sur des formes comme ça de domination genrée assez puissante. Et c'est aussi des compétences techniques qu'ils et elles doivent apprendre, notamment avec les compétences de cuisine, savoir réutiliser. Je sais plus, il y a un professeur, vous citez un professeur qui dit, nous on leur apprend des choses transposables Mhm. à d'autres choses, sauf que cette montée dans l'abstraction est difficile pour certains étudiants. Oui, alors là, oui. Là, c'est un point un peu transversal aussi à l'enseignement professionnel et technique. C'est-à-dire que l'enseignement professionnel et technique, c'est souvent le lieu où on teste des innovations pédagogiques. Et très souvent, les innovations pédagogiques, elles marchent très très bien avec des élèves très dotés scolairement, qui en fait auraient réussi sans ces innovations pédagogiques-là, mais elles marchent beaucoup moins bien avec ceux qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire des élèves qui sont un peu à distance des savoirs scolaires. Et là, on l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des élèves en difficulté scolaire, et on se retrouve dans l'enseignement hôtelier comme dans les autres enseignements techniques et professionnels, on est passé à une logique des compétences, c'est-à-dire où on a, je dis souvent ça, c'est-à-dire qu'au lycée hôtelier, on n'apprend plus une recette de A à Z. On ne dit pas, bah tiens, aujourd'hui on va faire le bœuf bourguignon, on va faire la blanquette de veau, quoi. Voilà. Non, en fait, ils apprennent des techniques de cuisson, des techniques de taillage, des techniques de présentation, etc. Et ensuite, ils devront être capables de retransposer ces techniques à des produits différents, à des recettes différentes, etc. Et en fait, vous l'avez dit dans la question, voilà, ça demande une capacité d'abstraction et donc une capacité scolaire qui renvoie à une mise en forme scolaire du monde bah, qui est très éloignée de ces jeunes-là. Et en fait, alors que l'enseignement professionnel et technique devait un peu les sauver de l'enseignement général, bah, ça les enfonce encore plus parce que c'est là qu'on teste je dis on que l'éducation nationale teste des enseignements qui sont pas adaptés aux élèves. Et ça les enfonce d'autant plus qu'il y a ce contrôle sur les corps, comme vous venez de le dire il y a quelques minutes, qui est aussi regardé. Il y a des, il y a- on- les professeurs vont les scruter avant le début des cours, regarder la taille des ongles, si c'est bien, si la barbe est taillée, Mm. et ce qui peuvent renvoyer à des, à ce que les institutions totales peuvent faire en fait. Ça revient Ouais, toujours à cette question-là. ouais, ouais, ouais. Alors c'est un univers où c'est sûr qu'il faut, voilà, il faut les dresser corporellement en quelque sorte. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur dresser, c'est aussi ben, finalement gommer tout ce qui renvoie à une existe populaire. Et donc, vous avez raison, c'est à la fois la propreté des mains, c'est le fait d'être rasé, c'est le fait d'être bien coiffé, etc. Alors, ça se justifie aussi par des arguments hygiéniques, parce que voilà, on est
monde où il faut respecter des normes d'hygiène, etc. Mais des fois, on voit que c'est largement moral, puisque par exemple, on dit, ah ben voilà, on dit, vous n'avez pas le droit aux bagues, à part si c'est une bague de mariage ou une bague de fiançailles. Donc voilà, soit c'est un argument hygiéniste et on n'a pas le droit aux bagues parce que, mais une bague de fiançailles et de mariage peut aussi porter les mêmes bactéries que n'importe quelle autre bague. Donc on voit derrière tout ça que il y a aussi quand même un conditionnement moral qui est mis en place et il faut voilà une manière d'être adaptée. Et là, peut-être je ne l'ai pas assez développé dans l'article, c'est de montrer à quel point aussi cette manière d'être elle est un peu désuète. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde de la grande restauration, bah, finalement, vous allez pouvoir vous retrouver avec des gens qui ont une barbe, avec des gens qui ont des tatouages, avec des gens qui, alors, n'ont pas des bijoux partout, mais ont quelques bijoux, etc. Parce que ben, voilà, c'est une forme de renouvellement du service des personnes aisées, où on ne demande plus finalement ce majordome ou ce maître d'hôtel tiré à quatre épingles. Et en fait, on s'aperçoit à quel point, en fait, là aussi, le lycée hôtelier est dans une forme d'impasse. C'est le fait qu'il forme au service des classes dominantes, mais que les enseignants qui forment à ça sont aussi un peu déconnectés, un peu à rebours de ce qui se fait maintenant dans le service des classes dominantes. Oui, parce que eux n'ont pas servi en fait, c'est les classes dominantes ou pas longtemps, et donc n'ont pas ces connaissances-là de renouvellement. Vous parlez aussi d'avant-garde en cuisine, Mm. comme quoi ça revient tout le temps, c'est un champ qui est tout le temps en ébullition, et donc ils n'ont pas cette perception-là, cette vision-là du monde actuel de l'État, du service Ouais. pour les classes dominantes et dans la cuisine. Exactement, ouais. Alors, certains, voilà, l'ont jamais fait, d'autres l'ont fait, mais des fois il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Il y a un prof qui aimait bien dire, qui disait souvent, ah oui, moi je sais, j'ai travaillé dans un palace dans le sud, etc. J'ai même servi Patrick Bruel. Mais en fait, les gamins, ils savaient plus qui c'était Patrick Bruel. Donc même sa référence, elle tombait un peu à plat. Il voulait parler d'une grande star, à quel point il avait été confronté à des grandes stars. Mais en fait, voilà, Patrick Bruel, c'était une star de ceux qui ont 40 ans comme moi. Et encore une star, voilà. Bon, c'était une personne connue de notre génération. Mais maintenant, aux gamins qui ont 18 ans, ça parle plus trop, quoi. Donc c'est pour montrer aussi le côté décalage. Je dis pas qu'aucun n'a jamais travaillé dans les restaurants ou dans des établissements voilà, luxueux, mais c'est un petit peu en décalage. Alors, là où je dois un tout petit peu nuancer quand même ça, c'est que les enseignants sont un peu en décalage, mais ils trouvent quand même des stages aux élèves les plus... les meilleurs élèves, etc., dans des palaces, dans des restaurants étoilés, dans des restaurants voilà, qui sont à la pointe justement de ce qui se fait maintenant. Donc c'est plutôt au lycée où il y a un décalage, mais dans la formation globale et dans les stages, finalement les élèves quand même arrivent à toucher du doigt cette excellence actuelle. Et est-ce que vous avez remarqué, vous avez observé des formes d'adaptation secondaire pour rester dans cette optique toujours des institutions totales de la part des élèves face aux demandes des professeurs sur le contrôle des corps notamment? Oui, alors dès que le prof regarde pas, le corps s'avachit beaucoup plus. Il y a des manières de faire, des tics un peu pour essayer de gommer un peu les tics de langage. Voilà, des formes. Mais souvent aussi, ces adaptations secondaires, elles montrent à quel point ils sont un peu en décalage. C'est-à-dire que, ce que je dis tout à l'heure, la ligne de crête entre être poli et être obséquieux, entre être prévenant et être envahissant, elle est très ténue. Et donc les adaptations secondaires, des fois, elles tombent à plat quand même. Ils ont pas, ils restent quand même pas, ils restent 3 ans et puis ils font pas dans le lycée hôtelier, il y a aussi, ils font des cours de français, de maths, voilà, ils font des cours généraux, donc ils sont pas tout le temps en train d'appliquer ce qu'ils doivent faire. Donc les adaptations secondaires, je dirais, elles existent, mais là aussi, elles montrent pas une, une conformation très parfaite à ce qui est attendu, quoi. Et ces demandes-là, est-ce qu'elles peuvent provoquer une sorte de découragement et un renoncement de la part des élèves qui se trouvent confrontés à devoir changer tout leur habitus? Ah oui, 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 il y en a beaucoup qui arrêtent ou à qui ça convient pas. Il y a beaucoup de cas, par exemple, de jeunes garçons populaires qui étaient en service et qui manifestent de manière assez
péchues, je dirais, je trouve pas d'autres adjectifs, mais assez pas virulentes parce qu'ils n'étaient pas non plus virulents, mais en tout cas voilà, la manière dont on leur demande de se comporter, le fait d'être prévenant, etc. Ils associent ça à une remise en question d'une masculinité populaire. Et, euh, ils sont en opposition assez forte avec ça. Et donc il y en a qui abandonnent. Dans les 2 ans, il y a eu des abandons. Il y en a qui disent très clairement assez vite, voilà, moi ce qui m'intéresse finalement c'est d'avoir le bac et après bon bah j'irai à la fac ou j'essaierai de rentrer dans un autre BTS, pas un BTS hôtellerie-restauration, un autre BTS, ou j'essaierai de faire un IUT. Voilà, donc il y a aussi ça. Ou alors je m'engagerai dans l'armée. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces étudiants que vous avez suivis? Alors, j'ai refait un entretien avec eux 4 ans après, en 2022. Mon enquête s'arrête en 2018. Et en 2022, j'ai refait des entretiens parce que j'avais demandé leur numéro de téléphone. Et donc, je les ai appelés. Alors, certains, euh, ça je le dis pas à chaque fois, bon, je le dis là, bah, ils ont changé de numéro de téléphone. Donc, j'ai eu des nouvelles d'eux par ricochet par les autres qui m'ont dit ce qu'ils devenaient. Parce que par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a que 3 sur les 48 qui continuent à travailler dans la restauration, qui vous montre à quel point il y a eu une déperdition énorme. Alors il y a eu le Covid aussi en plein milieu, ils sont rentrés sur le marché du travail, il y a eu le Covid quelques temps après, quoi. Mais voilà, il y en a quasiment plus qui travaillent dans la restauration, enfin en tout cas c'est un tout petit nombre. Et alors il y a eu, après c'est assez, les trajectoires sont assez là aussi typiques des élèves de l'enseignement technique et professionnel. C'est-à-dire que ceux qui étaient les plus fragiles socialement, qui venaient de milieux moins stabilisés, fragiles aussi scolairement, ben, eux, c'est eux qui ont les trajectoires les plus heurtées, professionnelles. Ils rentrent sur le marché du travail, mais ils multiplient les petits boulots. Ils font jamais vraiment quelque chose qui leur plaît. Pour les jeunes femmes, il y en a beaucoup qui vont rentrer très vite dans la maternité. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont des réussites très importantes. Notamment un, je l'ai eu en 2024, mais maintenant je continue à le voir parce qu'il est en thèse d'histoire. Donc il fait une thèse d'histoire médiévale avec un bac pro cuisine. Donc voilà, une trajectoire exceptionnelle à tous les sens du terme. D'autres qui ont fait d'autres qui se sont réorientés, un qui travaille dans la communication maintenant, etc. Donc ceux qui avaient des propriétés sociales un peu plus élevées, un peu plus stables et des capacités scolaires, en tout cas des dispositions scolaires un peu plus élevées aussi, ben, finalement se retrouvent à rattraper en quelque sorte un destin d'ascension sociale. Oui, parce qu'il y a un point quand même très important dans votre article, c'est au-delà des institutions totales, c'est aussi de montrer que on va fabriquer des personnes qui seront au service des classes dominantes. Mm. Exactement, effectivement, ouais, 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 on va aller ça. En fait, on produit quand même tout à l'heure j'ai dit, je parlais d'un monde hiérarchisé, un monde aussi de l'ordre social, et finalement, même pour ceux qui font pas ça, qui feront pas ça comme métier, bah, finalement, ils ont intégré en tête ce monde ordonné, quoi. Et c'est aussi pour ça que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a pas mal aussi d'enfants des professions du maintien de l'ordre qui se retrouvent dans ces lycées hôteliers, donc d'enfants de militaires, de policiers, de gens qui travaillent dans la sécurité, etc. Et eux qui finalement ont quelques dispositions, notamment sur le maintien du corps, sur l'hypercorrection du langage, sur le fait d'être dans un environnement qui est très ordonné, qui est très hiérarchisé, etc. Et pour le coup, qui vont pas forcément faire de la cuisine après, mais pour lequel la cuisine va servir de marchepied pour faire autre chose. Et pour beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de cas qui veulent rentrer dans l'armée et qui disent bah, c'est bien parce que la cuisine finalement ça m'a formé à ce que je vais faire plus tard à l'armée et pour en plus potentiellement si ça m'intéresse je pourrais devenir cuistot à l'armée, etc. Donc c'est une bonne préparation. Mais c'est assez paradoxal de voir qu'on essaye de transformer leur habitus pour les faire, pour les mettre en phase avec ceux des classes dominantes, alors qu'on veut qu'ils soient à leur disposition en fait. Oui, alors attention, ouais, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. On les forme pas pour qu'ils deviennent pour qu'ils appartiennent aux classes dominantes, on les forme pour qu'ils servent les classes dominantes. Et et cet habitus-là, ça reste un habitus un peu servile, justement, d'être à disposition d'eux, d'être déférent, d'être dans la politesse, ça je ne l'ai pas dit, mais dans le dressage des corps, il y a aussi l'apprentissage beaucoup de la politesse, du respect qu'on doit témoigner aux personnes étrangères, aux personnes adultes, etc., qui est très très présent au lycée. Et donc on les forme à être au service d'eux.
Et donc pour être au service d'eux, il faut des marqueurs finalement, des manières d'être de la bourgeoisie, mais il faut surtout pas se prendre pour un bourgeois quand même. Hmm. Et ça vous montrez aussi qu'il y a certains professeurs, comme le professeur d'œnologie, qui cherchent à ce que vraiment il y ait une culture spécifique qui naisse chez ces étudiants-là, en fait, mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas l'envie d'apprendre ces choses-là. Ouais, pas l'envie, et puis pas aussi, on se rend pas compte que c'est vraiment un capital culturel spécifique. Alors moi, je me targuais de me dire, oh, j'aime bien le vin, je connais un peu le vin et tout. Bah, j'ai assisté à des cours, j'ai été complètement largué, ne serait-ce que sur les adjectifs utilisés pour qualifier les vins. Empyromatique, moi j'avais jamais entendu ça, c'est-à-dire que voilà, qui est boisé, voilà, voilà, j'avais jamais entendu ça. Toute la finesse aussi de description de la couleur de la robe d'un vin, ben voilà, entre rubis et grenat. Je vous mets au défi de voir la différence de couleur entre rubis et grenat, c'est très proche en fait. Et puis voilà, il y a tout un vocabulaire pour parler de ça, et ça c'est un vrai apprentissage, et finalement, quand on n'a pas ce capital culturel des classes supérieures où on est habitué à avoir une variété d'adjectifs, à parler du vin, ou à parler, en tout cas de manière lettrée, de produits gastronomiques, c'est un apprentissage très très important en fait à faire. On ne se rend pas compte de la force de cet apprentissage-là. Et les professeurs, parce que vous avez fait des entretiens avec eux, euh, quelles sont un peu leurs propriétés sociales? Parce que est-ce que ça fait partie d'une sorte d'élite des cuisiniers ou des serveurs et serveuses, ou c'est une trajectoire, on va dire, pas ascensionnelle, mais je sais pas. Ouais, ouais, alors c'est pas vraiment une élite dans le sens où on est plutôt face à des professionnels voilà, qui ont travaillé. Alors même si il y a de plus en plus de cas d'enseignants qui deviennent enseignants très peu de temps après avoir été élèves et qui finalement travaillent pas beaucoup. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt à l'ancienne, à cette époque-là. Et donc, c'était des gens qui avaient travaillé pendant 15-20 ans, qui avaient eu des carrières tout à fait honorables dans la restauration, mais pas non plus j'avais pas en face de moi des restaurateurs étoilés, des meilleurs ouvriers de France ou des maîtres d'hôtel qui avaient eu des postes très importants dans des grands restaurants. Et, euh, pour eux, finalement, c'est des gens qui avaient été. C'est un métier qui use, hein, la restauration, tout à l'heure vous l'avez dit, il y a des horaires décalés, c'est un métier où il faut rester debout, on trépigne, etc. On peut avoir des ulcères. Enfin voilà, c'est un métier, on porte des charges lourdes, on fait beaucoup de kilomètres quand on est serveur, même un cuistot il fait beaucoup de kilomètres. Donc c'est un métier difficile. Et pour beaucoup, finalement, devenir enseignant, c'était un moyen d'avoir ses week-ends, d'avoir les vacances, et donc de pouvoir stabiliser un peu sa vie privée aussi euh, par rapport à une vie professionnelle qui a pris un peu le pas sur la vie privée lorsqu'ils étaient dans le dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Et ils étaient issus de quel milieu, eux, ces professeurs? Plutôt populaire. Eux aussi, finalement, ils viennent d'un milieu plutôt populaire. Eux aussi avaient fait des bacs pro et des BTS. Et on avait une forme de reproduction comme ça de profs de milieu populaire qui enseignent à des élèves de milieu populaire. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudra apprendre à servir les classes dominantes, quoi. Et justement, là, maintenant, vous travaillez sur, on va dire, l'élite de ceux qui ont continué dans cette vocation. Là, on va dire vocation, comme ils aimeraient que ce soit appelé ainsi. Euh, Qu'est-ce que cette enquête avec le lycée hôtelier vous apporte dans votre nouvelle étude sur... En fait, ça m'apporte que je me rends compte que parmi les grands chefs avec qui j'ai fait des entretiens, alors on met de côté ceux qui viennent de dynasties culinaires et qui ont repris les Trois Gros, les Pics ou d'autres, etc., qui viennent de familles culinaires. Mais les autres, ceux que je rencontre, en fait, ils viennent beaucoup, ce sont beaucoup des anciens élèves de Bac Pro, euh, plus que de BTS d'ailleurs, de CAP puis de Bac Pro, qui sont passés par là, qui viennent des classes populaires, qui ont eu une ascension, etc. En fait, ils correspondent aux quelques qui auraient pu être sur le Hall of Fame dont on a parlé tout à l'heure au lycée. Et que finalement, je suis très marqué de voir ça, que certes, ce discours, il est
sur la réussite qu'on peut avoir via la cuisine et via ces trajectoires-là. Il décrit des cas minoritaires, mais il décrit des cas qui existent. Et en fait, c'est vraiment en face de moi des chefs qui viennent des classes populaires, qui ont un rapport compliqué à l'école à chaque fois. Euh, Ce qui fait aussi que les entretiens sont plutôt bien parce que on n'est pas dans une logique où on doit s'imposer aux imposants. En face de moi, j'ai quand même des gens qui sont des personnalités publiques, qui gagnent bien leur vie, etc. Mais on ne se retrouve pas, comme décrit souvent dans les entretiens avec les classes sup, avec un duel en quelque sorte entre le sociologue et la personne en face, et sur la légitimité du capital culturel de chacun. Là, pour le coup, c'est assez clair que j'ai du capital culturel et ils respectent beaucoup ça, la sociologie, et l'intérêt de se prêter à une enquête sociologique, en tout cas pour ceux qui m'ont dit oui. Et puis moi, je respecte bien évidemment tout ce qui est leur parcours, etc., quoi. Et cet aspect vocationnel, est-ce qu'ils l'ont intériorisé, eux? Oui, oui, beaucoup, oui, oui. Oui, 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 ben, en fait, en même temps, c'est l'illusio propre au chant, et eux, ils sont dans des positions dominantes du chant, donc ils reproduisent cette illusio-là autour de la vocation, j'ai été fait pour ça. Ceux qui n'ont pas une famille cuisinière, ça montre tous une grand-mère qui cuisinait très bien et euh, voilà, pour qui est leur Madeleine de Proust à eux. Et puis le fait que voilà, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont aussi beaucoup travaillé, qu'ils en voulaient plus que les autres, qu'ils se sont plus investis et qu'ils avaient un talent initial, mais qu'ils ont beaucoup travaillé pour le faire advenir, etc. Et en plus, je remets pas en doute le fait qu'ils aient beaucoup travaillé. Hein. C'est pas une négation de ça. Je suis sûr qu'ils travaillent énormément et que c'est des heures de travail pour maîtriser. Tout à l'heure, je disais c'est un capital culturel, voilà, et c'est aussi un capital technique. Voilà, c'est aussi des pratiques. Qui sont d'une grande complexité. Il faut être un très 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 bon technicien pour arriver à leur niveau. Donc ils ont fait tout ça, mais c'est sûr qu'il y a ce discours-là, et ils reprennent l'illusion du chant. Oui, parce que c'est un capital culturel spécifique, vous le notez bien dans votre article, c'est vraiment cette recherche-là d'un capital culturel spécifique, vraiment travaillé, qui est recherché par les professeurs et qui va du coup être réutilisé par les grands chefs. Oui, mais qui, comme tout capital culturel spécifique, n'a de valeur qu'à l'intérieur de cet espace-là. Mm. Quoi. Voilà, savoir avoir tout le vocabulaire du vin. Tout à l'heure, je vous ai dit un adjectif, je ne l'ai jamais réutilisé en dehors de moments où je qualifiais des vins. Voilà. Et mais pour finir, parce que c'était très intéressant, votre, votre trajectoire intellectuelle, en fait, maintenant, elle se termine par... Enfin, se termine pas. elle, elle continue avec cette étude sur les grands chefs et vous cherchez à à regarder un champ de la cuisine ou qu'est-ce que vous cherchez en fait maintenant à voir et à observer. Alors j'essaie d'abord de voir un secteur dans son entièreté. Donc de me dire, voilà, là j'ai travaillé sur les petites mains, la formation des petites mains. Euh, j'ai vu à quel point en fait la formation des petites mains elle est déterminée par une logique de l'élite, le restaurant gastronomique, etc., ce que je vous disais. Et donc en fait, après j'ai travaillé aussi sur la pénurie de main-d'œuvre. Là j'ai un chantier qui va s'ouvrir autour des travailleurs clandestins de la restauration, parce que c'est un monde, notamment beaucoup à Paris et dans les grandes villes, où il y a beaucoup de travail clandestin, de travailleurs sans papier, etc. Donc des logiques aussi qui expliquent tout ça. Donc encore un peu sur les petites mains. Mais l'idée c'est de montrer à quel point tout est relié. Et en fait, à la fois les conditions de ce qui permet la valorisation des grands chefs, la médiatisation des grands chefs, c'est aussi ce qui permet tout ça, c'est aussi finalement l'accaparement d'un travail collectif par des individus isolés. Voilà, un restaurant étoilé, c'est une brigade de 15-20 personnes, et puis qui est le seul qui peut bénéficier des profits symboliques, de la création, de la créativité, du discours du créateur, c'est le chef. Et en fait, qui concentre tout ça. Et en fait, tout ça, et aussi on reconnaît des qualifications, des compétences uniquement à cette élite-là, et on va dénier un peu les qualifications des petites mains. Et ça aussi, ça explique que le secteur se renouvelle pas, que les conditions de travail stagnent, etc. C'est aussi cette idée-là. Et donc voilà, je travaille sur l'ensemble du secteur, et là j'aimerais bien faire un livre qui rend compte donc, de l'ensemble de ce secteur. Et le concept de champ, je le réserve uniquement
à la haute gastronomie. Donc je dis haute gastronomie parce que comme on dit haute couture si vous voulez, la gastronomie étoilée, donc plutôt en essayant de faire une analyse de l'espace des chefs 3 étoiles pour montrer les logiques de différenciation, les logiques d'opposition, de distinction qu'il y a entre ces chefs, avec l'idée que par contre le concept de champ, il me paraît pas adapté pour parler de l'ensemble du secteur de la restauration, parce que il y a des logiques, il y a des pratiques qui sont hyper différentes et qui font que c'est pas le même univers. Voilà. Pour moi, on peut pas mettre dans le même champ un chef 3 étoiles et McDo par exemple. Voilà, parce que c'est pas du tout. Ils recherchent pas la même chose, ils ont pas les mêmes logiques, ils ont pas les mêmes enjeux, et en fait, ils vont pas concourir sur le même espace. Et il faut plutôt penser, à mon avis, un sous-espace qui est celui de la haute gastronomie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le penser. Et justement, cette hiérarchisation, elle est aussi intériorisée par ces grands chefs, parce que vous dites qu'il y en a un qui est la figure, on va dire, la figure médiatique, et que derrière, il y a toute une brigade. Et vous le montrez dans l'article que cette hiérarchie, en fait, elle est aussi, qu'on leur fait incorporer, comme quoi il faut servir les classes dominantes, mais qu'au sein même de cet espace-là, il y a une hiérarchie qui est la personne qui va mettre le dernier, la dernière sauce ou le dernier, je sais pas, Dernière condiment. touche, ouais. Voilà, il y a toute une hiérarchie en fait dans la Mm. brigade. Oui, oui, oui. Et l'enjeu, c'est aussi de savoir rester à sa place. Et Mm. de savoir qu'on commence par le bas de l'échelle, qu'il faut faire ses preuves, qu'on monte doucement. Et c'est l'apprentissage de l'ordre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi voilà, l'apprentissage de la hiérarchie interne à cet univers-là. Et une petite dernière question, comme ça, un peu pour le fun. Est-ce que vous avez un livre ou un article qui vous a beaucoup marqué en tant que sociologue? Peut-être du Goffman, j'imagine. Oui, oui, bah, les livres que je vous disais tout à l'heure. Après, bien sûr, Bourdieu, la distinction, ça a été un grand, grand choc quand j'ai lu ce bouquin. Ça a révélé beaucoup de choses, notamment le sentiment de ne pas être à sa place dans certains univers, etc., que je ressentais, mais j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et effectivement, voilà, la distinction, ça a été, c'est vraiment un livre qui pour moi est très marquant. Bon, c'est pas du tout original de vous dire ça, de vous dire Goffman, etc. Quel article j'aime bien? Ben voilà, Pinto, ça fait partie des articles que je fais toujours lire et que j'aime beaucoup. Pour aller sur un sujet totalement différent qui n'a rien à voir, mais pareil aussi des articles, des grands classiques que j'aime beaucoup faire lire, c'est Les trois âges de l'émigration algérienne en France de Sayad. Voilà, pour moi c'est pareil, c'est lumineux et ça éclaire sur plein de choses. Mais bon, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le thème de la restauration et le podcast d'aujourd'hui, mais voilà, c'est partie de ces grands livres-là ou de ces grands articles que j'aime beaucoup, sur lesquels je reviens beaucoup, quoi. Mais merci beaucoup Adrien Pégourdi d'avoir accepté de venir présenter votre recherche. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques dans la description, j'imagine on les mettra. Et retrouver un nouvel épisode de Pensée décortiquée dans pas longtemps. On va essayer de publier un épisode chaque semaine, le lundi, vers 10h. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.